jusqu'alors sous-directeur des relations économiques bilatérales de la Direction générale du Trésor, a été nommé le 2 octobre 2018 chef du service de l'information stratégique et de la sécurité économique à la Direction générale des entreprises. Né en novembre 1981, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Monsieur Geoffrey Célestin Urbain fut affecté au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en 2006, à sa sortie de l'ENA promotion Simone Veil. Adjoint au chef du bureau environnement-agriculture au service des politiques publiques de la Direction générale du Trésor et de la politique économique, 2006-2009. Il fut ensuite adjoint au secrétaire général du Club de Paris à la Direction générale du Trésor, puis chef du bureau marché carbone à la Direction générale de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en 2009-2010. Conseiller technique, grand contrat, financement, export, analyse du commerce extérieur, relations bilatérales avec le Moyen-Orient et l'Afrique, au cabinet de M. Pierre Lelouch, au secrétariat d'État chargé du commerce extérieur entre 2010-2011. Il fut promu conseiller au sein de ce cabinet en novembre 2011. M. Geoffrey Célestin Urbain fut chef du bureau de l'environnement et de l'agriculture à la Direction générale du Trésor de septembre 2012 à septembre 2014, date à laquelle il fut nommé administrateur et directeur exécutif pour la France, l'Espagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège au conseil d'administration de la Banque interaméricaine de développement à Washington entre 2014 et 2017. Je vous remercie et la parole est à Geoffrey Célestin Urbain. Je vous en prie. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On est dans un format assez intimiste là, donc ça va être bien. On va pouvoir se dire des choses. Alors, déjà, merci à l'IHEDN, à l'Acadème et tout, de nous inscrire dans cet événement parce que c'est une illustration, je crois, du fait que quand on parle défense nationale, on parle maintenant de défense économique, on parle sécurité économique. Et au-delà de la sécurité économique, d'ailleurs, on parle de souveraineté économique. Donc c'est assez intéressant de voir que ces thématiques maintenant se déclinent aussi dans le champ économique, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc je vais vous parler de ces évolutions-là et vous expliquer un petit peu ce que l'on fait, nous, à Bercy, en matière de défense des actifs stratégiques de l'économie française. Évidemment, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, non pas est classifié, puisque par définition, nous ne donnons aucune information qui est ultra confidentielle, mais je n'aurais pas pu vous le dire il y a 4, 5, 6 ans, ne serait-ce que parce que la politique publique de l'État en matière de sécurité économique n'était pas aussi structurée qu'aujourd'hui. On peut dire qu'aujourd'hui, on a en place en France, en tous les cas, un vrai système de contre-ingérence économique qui nous permet de détecter tout un tas d'alertes, de menaces étrangères et de traiter systématiquement ces alertes pour neutraliser la menace. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on utilise un petit peu le vocabulaire des armées dans ce domaine économique. Le thème de la guerre économique est revenu au premier plan. Et ce vocabulaire, cette sémantique-là, était utilisée avec beaucoup de parcimonie ces dernières années, et en particulier à Bercy. Et donc ce qui est assez nouveau, c'est que ce vocabulaire pénètre dans des sphères où il n'était pas utilisé auparavant. Donc on n'hésite plus aujourd'hui à parler d'ingérence économique, de prédation étrangère, de guerre économique et de souveraineté de manière générale. Alors, c'est une activité qui, à Bercy, n'est pas forcément la plus connue. Quand on pense à Bercy, évidemment, on pense finances publiques, on pense budget, on pense G7, G20, etc. On pense régulation des banques, des assurances, des marchés financiers. Et bien, il y a aussi cette activité qui est l'activité de sécurité économique, qui est la particularité d'être une activité très interministérielle qui nous amène à travailler avec l'ensemble des administrations au sein de l'État, avec les services de renseignement, avec les équipes de Matignon, le SGDSN, mais qui a aussi la particularité d'être à Bercy. Et la raison pour laquelle c'est à Bercy, c'est parce que nous sommes immergés au cœur d'un écosystème à Bercy qui est sans doute l'écosystème qui connaît le mieux les problématiques des entreprises. En particulier au sein de la Direction générale des entreprises, qui est la direction qui aide les entreprises et qui s'occupe de tous les efforts de relocalisation industrielle. Donc on a en fait à Bercy, au sein de la Direction générale des entreprises, à la fois le volet promotion économique, comment est-ce qu'on recrée du tissu économique,
Comment est-ce qu'on fait en sorte que la France, en fait, dans la compétition économique, ait des acteurs dans toutes les grandes verticales technologiques et industrielles, des acteurs compétitifs. Et on a aussi le volet défensif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on protège ce qu'on promeut, quoi. Donc la logique est assez implacable, et nous, on est situé dans cet écosystème-là. Alors, ce qu'on a mis en place à la Direction générale des entreprises depuis maintenant à peu près 4 ans, c'est un vrai système qui n'existait pas auparavant de détection des menaces étrangères sur nos actifs stratégiques, économiques, et de traitement de ces menaces. Ce dispositif a été mis en place à partir de 2020. Donc la crise Covid a été pour nous une espèce de booster, pas juste un révélateur en fait, parce qu'on avait déjà commencé à partir sur ces notions de sécurité économique qui sont plus larges que les notions de défense au sens traditionnel du terme. Mais le Covid nous a mis un petit booster, et suite à la crise Covid, à peu près à l'été 2020, on a mis en place une plateforme qui nous permet de récupérer en temps réel, au fil de l'eau, en flux continu, tout un tas d'informations stratégiques qui nous viennent des autres administrations, qui nous viennent des entreprises, qui nous viennent de la source ouverte de manière générale, qui nous viennent des services de renseignement aussi. Tout un tas d'informations que l'on trie, que mes équipes en ce moment même trient, pour pouvoir détecter des menaces étrangères sur ce qu'on appelle les actifs stratégiques de l'économie française. Alors évidemment, actifs stratégiques pour l'économie française, pendant pas mal d'années, on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire. Et la première chose qu'on a faite en fait, à partir de 2018-2019, c'est de précisément structurer en fait, ce référentiel. Quels sont les actifs stratégiques que l'on veut protéger à tout prix au titre des intérêts fondamentaux de la nation dans la sphère économique. Donc ces actifs, en fait, ils sont de 3 sortes. On a 3 listes en fait, qui nous servent de boussole. On a une première liste d'entreprises stratégiques pour la souveraineté, qui est une liste qui a la particularité d'être beaucoup plus large que la défense nationale, beaucoup plus large que les industries de sécurité. Et donc là, c'est en soi une petite révolution. Quand on a fait cette liste de sécurité économique, on a complètement changé le paradigme d'action de l'État. L'action de l'État en matière de souveraineté, pendant très longtemps, pendant plusieurs décennies, c'est vraiment limité au champ de la défense, avec quelques satellites autour. Satellites, c'est une façon de parler, mais pas uniquement. Vous pouvez y avoir le spatial, l'aéronautique, mais des domaines extrêmement régaliens qui touchaient à l'ordre public et à la défense nationale. Ce qu'on a fait quand on a créé cette liste de sécurité économique, c'est qu'on a entériné, de manière assez discrète mais définitive, un changement d'approche au sein de l'État qui consistait à dire, si vous voulez protéger votre souveraineté, vous ne pouvez pas vous désintéresser de la question économique. Et cette question économique, elle touche un champ évidemment beaucoup plus large que la défense nationale. Autrement dit, la défense de la France, la défense nationale ne se joue plus uniquement sur la dissuasion nucléaire ou sur la projection des forces sur tel ou tel théâtre d'opération, ou sur les munitions, sur les obus, ou je ne sais quoi. Elle se joue aussi dans le champ des semi-conducteurs. Elle se joue dans le champ de l'innovation en matière de quantique, d'intelligence artificielle, etc. Donc, première révolution conceptuelle qu'on n'a pas forcément clamée dans la presse, etc., c'est cette révolution-là qui nous a permis d'élargir le champ de ce qu'on suivait et aussi de baliser ce champ. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a eu une liste. Et cette liste forme un peu le cœur de ce que les administrations sont chargées de suivre et le champ sur lequel on détecte des menaces étrangères. Ça, c'est notre première liste, entreprise stratégique. Elle est évidemment classifiée, donc vous n'en verrez jamais le contenu. Le nombre d'entreprises qui sont couvertes est également classifié. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on couvre tout type d'entreprises, donc des boîtes multinationales les plus connues jusqu'à certaines startups qui sont vraiment à très early stage, au démarrage de leur politique d'innovation et de croissance, en passant par des entreprises de taille intermédiaire qui fournissent la petite clé, le petit boulon, enfin l'intrant critique dans une chaîne de valeur qui elle-même est stratégique. Premier référentiel. Deuxième référentiel, on a fait une liste des technologies critiques pour l'économie française, qui est une liste qui, elle aussi, est classifiée et qui a la particularité d'être à la fois extrêmement large et extrêmement fine. C'est-à-dire qu'on a plusieurs centaines de technologies qu'on a listées et qui nous permettent, là encore, de déterminer quelle est notre boussole sur ce qu'on veut protéger dans le domaine de l'innovation. Et la troisième liste, qui est assez originale, elle est notamment originale quand on compare notre dispositif par rapport à d'autres pays européens ou occidentaux, c'est une liste de laboratoires sensibles. Donc ce qu'on fait, nous aussi, c'est, encore une fois, depuis Bercy, ce qui est assez original, c'est qu'on protège aussi le monde de la recherche. Alors, on ne le fait pas tout seul, évidemment, hein.
On le fait avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui fait un gros travail à cet égard. Mais ça, c'était une liste qu'on n'avait pas forcément, qu'on s'est rajoutée en 2021, parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, l'enjeu, ce n'était pas uniquement le rachat d'entreprises industrielles ou le rachat de start-up, c'était aussi de pouvoir protéger le haut du spectre de l'innovation, y compris au niveau des chercheurs eux-mêmes ou des universités, puisque c'est bien souvent là, dans ces labos, dans l'amont des chaînes de valeur, que se jouent les premiers stades de l'innovation. Et c'est ce haut d'écosystème de l'innovation qui était très ciblé par certains États étrangers, qui avaient compris que c'était de plus en plus difficile de racheter des entreprises en France, puisque c'est dans les spotlights médiatiques, le pouvoir politique est très très attentif à ça. Vous avez vu ces dernières années d'ailleurs dans la presse des cas très emblématiques, très illustratifs de blocage de rachat d'entreprises stratégiques. Et ben, en fait, on a complété notre dispositif en allant taper vraiment le système d'innovation français qui, comme vous le savez, est très performant. Il y a tout un appareil de recherche publique qui est extrêmement florissant, là, pour le coup. Et vous avez tout cet écosystème de start-up qui s'est monté en France. Je ne sais pas s'il y a des étrangers parmi vous. La French Tech. La French Tech, c'est un vrai succès de politique publique, mais derrière, il faut pouvoir suivre ces entreprises et puis les protéger. Parce que si les start-up finissent par partir tout à l'étranger alors qu'on les a financées en France, c'est quand même aussi un problème. C'est très bien pour permettre à ces start-up de prendre le large au niveau international, mais c'est aussi potentiellement une problématique de souveraineté. Donc on a notre champ d'actifs stratégiques à suivre et à protéger. Et nous, ce qu'on fait au CICE, c'est qu'on met en place un système de veille qui nous permet à chaque fois de détecter des alertes sur ces actifs. Les alertes pour nous, c'est deux choses. C'est d'abord l'intervention d'un acteur étranger. Donc on ne s'intéresse pas du tout au sujet de bisbilles franco-françaises, de problèmes de sous-traitance entre un grand donneur d'ordre français et puis ses sous-traitants. Ça, ce n'est pas notre affaire. Il y a d'autres services de l'État qui le font. Nous, on s'intéresse vraiment à l'implication d'un acteur étranger sur un de ces actifs stratégiques d'économie française, lorsque la transaction qui unit ces deux, l'acteur étranger et la cible française, est potentiellement porteuse de risques. Donc en fait, dans toutes les informations que l'on traite chaque jour, il n'y a pas que des alertes. Donc le travail qu'on fait, c'est de caractériser la présence d'alerte dans ce flux permanent d'informations. Je vous donne un exemple pour illustrer ce qui n'est pas une alerte et ce qui est une alerte. Ce qui n'est typiquement pas une alerte, c'est quand, je ne sais pas moi, le directeur des affaires publiques ou la secrétaire générale d'une entreprise étrangère va rencontrer un de ses grands clients français. Bon, bah pour nous, ce n'est pas forcément une alerte. C'est une information qui est intéressante pour nous, mais ce n'est pas forcément une alerte. Ça peut faire partie des relations commerciales classiques entre un acteur étranger et ses clients français. En revanche, quand vous avez une information selon laquelle des intérêts étrangers commencent à se manifester sur une levée de fonds d'une start-up technologique qui a été financée sur fonds d'État, et une levée de fonds qui va se faire dans les 2-3 prochains mois, là, c'est une information qui nous intéresse, surtout si cette start-up est listée, c'est-à-dire si elle apparaît dans nos tablettes, en fait, concrètement. Donc on a ce gros travail de tri, c'est vraiment un travail de tri qui est considérable, qui est un travail humain, qui est un travail manuel que l'intelligence artificielle ne fait pas. Et on tient à ce que l'intelligence artificielle ne le fasse pas. Elle peut nous aider à certains bouts de notre chaîne de valeur à nous, mais c'est vraiment un travail manuel qui est assuré par des êtres humains dans mon équipe au CICE. Donc ce qu'on fait dès qu'on a une alerte, c'est qu'on met en place un plan de remédiation. Remédiation, c'est un peu comme en matière médicale, hein, c'est-à-dire qu'on trouve une solution au problème. Et cette solution, elle est coordonnée. Alors ça peut paraître un peu bêta ou de la cuisine administrative de nous dire que c'est coordonné. En fait, la coordination, c'est vraiment un facteur clé pour avoir une réponse de l'État qui est efficace. Pendant bien longtemps, on n'avait pas un dispositif coordonné. Donc ce dispositif, maintenant, il est coordonné. Ça permet d'éviter qu'il y ait un ministère qui ait un bout de la solution, qui fasse son travail dans son coin, et qu'il y ait Bercy qui fasse son travail dans un autre coin avec une autre approche. Donc là, pour le coup, nous, on est une plateforme qui garantit cette unité d'action. Et on a un objectif de performance qui est, une fois qu'on caractérise une alerte, on a un engagement vis-à-vis de nos autorités politiques qui est d'éteindre cette alerte, en fait, de faire cesser cette menace. Si on n'attend pas un taux de 100%, c'est que ça veut dire que notre performance est perfectible. Donc on est perpétuellement dans cette espèce de casuistique qui doit nous permettre de détecter et de contrer en fait toutes ces menaces étrangères. Je vous donne quelques chiffres. On est passé en 2020, donc la première année de mise en place de notre dispositif, on était à 350 menaces étrangères.
Alors c'était une année un peu atypique, c'est la première année où on commençait à comptabiliser, et c'est une année Covid. Donc dans cette année Covid, dans l'ensemble des alertes qu'on avait détectées, il y avait énormément d'alertes de nature économique et financière pure, c'est-à-dire une bonne partie de notre tissu économique était fragilisée par les répercussions de la crise sanitaire. Donc 350 alertes en 2020. 2021, on est monté à 478, donc déjà un saut assez important. 2021. 2022, 694. Et 2023, on est monté à pratiquement 1000 alertes. Alors, si on est parfaitement honnête, intellectuellement, ça coûte d'être un petit peu honnête, parce que c'est ce que je vais vous dire est pas forcément aussi sexy que ce que j'aurais pu vous dire dans l'absolu. Moi, je ne peux pas dire de manière générale et abstraite, la menace économique étrangère s'accroît en France. Ce qui s'accroît en France, c'est la menace économique étrangère sur nos actifs stratégiques que l'on répertorie. Donc évidemment, dans cette augmentation de la menace, il y a une bonne partie qui est liée à notre vision, en fait, à notre capacité à détecter. Donc je ne peux pas vous dire de combien est la menace de manière générale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on la détecte beaucoup mieux grâce à ce dispositif qui n'existait pas auparavant. Et par ailleurs, depuis 2020, on a élargi par couches successives notre champ de vision. Ce champ de vision, il s'est élargi parce qu'on travaille beaucoup mieux avec les services de renseignement, données publiques, qui sont très impliqués en matière économique. Par ailleurs, au CICE, on a un pouvoir d'orientation des services de renseignement, c'est-à-dire on leur dit précisément sur quelle cible il faut aller, cible française, qu'est-ce qu'il faut surveiller. Donc les services de renseignement travaillent très bien. Le CICE, mon service, a mis en place un dispositif de veille qui nous permet de détecter des alertes par d'autres moyens que les services de renseignement ou les entreprises. Donc là, déjà, notre capacité de vision, elle est meilleure. Et puis, par ailleurs, en fait, la sécurité économique, vous savez, cet élargissement qui est à la base du concept de sécurité économique, s'est poursuivi ces dernières années. On a rajouté tout un tas de secteurs à la faveur de la crise Covid. Suite à la crise Covid, en fait, on a rajouté des entreprises dans notre liste d'entreprises stratégiques. On s'est rendu compte qu'il y avait certaines entreprises qui n'étaient pas protégées, qui n'étaient pas dans notre référentiel, et il a fallu les réintégrer pour éviter des angles morts. Donc voilà, donc on est passé de 350 à peu près 1000. Alors qu'est-ce qu'on a comme moyen pour contrer la menace que l'on observe? On a des moyens très très variés. On a un premier moyen auquel personne ne pense traditionnellement, mais qui est très efficace, qui est le moyen informel. Le moyen informel, c'est le dialogue qu'on a avec les entreprises françaises qui sont ciblées par ces menaces, ou qu'on a parfois avec les acteurs étrangers eux-mêmes. Donc, dans le métier du CICE, il y a le fait de recevoir des entreprises françaises, de recevoir des investisseurs étrangers et de leur dire « ça, il n'y a pas de problème, tu pourras faire, et ça, en revanche, tu ne pourras pas faire. Ou ça, tu pourras le faire, mais à telle et telle condition. » Donc, cette partie dialogue informel, elle est très importante. Elle marche dans pas mal de cas. Je prends l'exemple d'un investisseur étranger qui était venu au CICE et à qui on avait dit « écoute, cette boîte, tu ne peux pas la racheter parce que les enjeux de souveraineté sont beaucoup trop gros. » Et cet investisseur, non seulement nous avait écoutés, avait adapté sa stratégie, donc c'était désisté, en fait, c'était retiré de son projet, et nous avait remercié parce qu'en fait, le fait de dire ça à un investisseur étranger lui fait gagner 6 mois, 1 an, et lui évite d'engager des frais extrêmement importants de due diligence, etc., pour des frais d'avocat, des frais de conseil, pour in fine se faire bloquer son opération. Donc voilà. Un autre exemple d'entreprise française à qui on a dit non, cet acheteur-là, c'est pas possible, donc n'allez pas plus loin, parce que si vous allez plus loin, vous aurez un refus de toute façon. Donc il y a bien des cas où ça marche, et il y a aussi des cas où ça marche pas. Et dans les cas où ça marche pas, on a besoin d'activer au sein de l'État plusieurs dispositifs qui sont un petit peu plus mordants que le simple dialogue qu'on peut avoir. Il y a 2 dispositifs en particulier qui sont assez mordants. Le premier, c'est le dispositif IEF, qui est le dispositif de contrôle des investissements étrangers en France, qui est un dispositif qui est coordonné à Bercy, qui est piloté à Bercy, et qui subordonne le rachat d'entreprises stratégiques par des intérêts étrangers à une autorisation du ministre de l'économie. Voilà. Donc si vous êtes un investisseur étranger, si vous passez le seuil de 25% des droits de vote d'une entreprise qui est dans un secteur stratégique, 10% des droits de vote pour une société cotée. Dans ce cas, vous ne pouvez pas acheter ou faire cette opération sans l'autorisation du ministre de l'économie. Donc vous devez déposer un dossier de demande, en fait, concrètement.
Cette demande, elle est examinée à Bercy, et le CICE examine cette demande sous l'angle de la sécurité économique. Donc on va avoir toujours la même mécanique. Est-ce que l'entreprise française en question, elle est dans nos tablettes? Si elle est dans nos tablettes, niveau de vigilance orange, voire rouge. Est-ce que l'acteur étranger en question est un acteur étranger que l'on connaît? Si on le connaît, est-ce que cet acteur étranger s'est déjà caractérisé, singularisé par des pratiques un peu border par le passé, des promesses d'investissement en France qui ne se sont pas matérialisées, des pratiques de prédation avérées, des problèmes d'honorabilité, c'est-à-dire des problèmes avec la justice à l'étranger ou des problèmes de corruption et autres. Nous, on regarde tout ça. Et à la fin, ça nous donne une matrice de décision qui nous permet de dire à nous, au ministre, monsieur le ministre, là, vous avez des gros enjeux de souveraineté avec un acteur étranger qui est défavorablement connu. Donc là, je vous incite plutôt, enfin, je vous recommande, c'est pas nous qui décidons, je vous recommande de dire non, ou alors je vous recommande de dire oui, mais en assortissant votre autorisation de conditions très fortes pour que le deal se fasse tout en préservant la souveraineté. Alors évidemment, le ministre, il a une palette de choix. Le ministre peut considérer que l'opération est hors champ souveraineté. Il y a une bonne partie d'opérations que l'on trie rapidement en disant il n'y a pas d'enjeu, pas de souci. Le ministre peut aussi donner une autorisation simple en disant, en considérant qu'il n'y a pas de gros enjeux de souveraineté. Donc l'autorisation est donnée sans exigence, sans contrepartie. Et après, les deux autres cas, c'est refus ou c'est autorisation avec condition. C'est un dispositif qui est beaucoup monté en puissance. Il y a quelques années, on était autour d'une centaine de cas, 100, 150. Et maintenant, on est à peu près à plus de 300 cas par an, 300 notifications, avec une couverture de technologies et de secteurs qui est de plus en plus large. En 2020, on a rajouté les biotechnologies que l'on ne couvrait pas. En 2021 ou 2022, je ne sais plus, on a rajouté les technologies d'énergie renouvelable. En 2024, 1er janvier 2024, on a rajouté les technologies d'optique. On a rajouté tout ce qui était technologie de décarbonation au-delà des seules énergies renouvelables. Donc en fait, c'est un dispositif qui s'élargit année après année pour nous permettre de contrôler des opérations capitalistiques dans des domaines que l'on ne contrôlait pas auparavant. Globalement, les menaces capitalistiques représentent la première menace économique étrangère que l'on traite au CICE. On est à peu près 48% de la menace. Là, je vous parle de 48% des 1000. 48% des 1000, c'est du capitalistique. Dans le capitalistique, vous pouvez avoir du rachat, de la prise de contrôle d'entreprise. Vous pouvez aussi avoir des phénomènes beaucoup plus insidieux avec des fonds activistes, des fonds financiers activistes qui vont prendre 1-2% du capital d'une entreprise cotée et qui vont déclencher une campagne médiatique pour dire cette boîte est mal gérée, il faudrait remplacer le management, il faudrait revoir la représentation au sein du conseil d'administration, il faudrait revoir la performance financière et opérationnelle de l'entreprise. Et avec ce 1-2%, vous pouvez faire des dégâts assez importants sur des entreprises pourtant normalement assez grosses et bien défendues. Et en fait, l'avantage du CICE, c'est qu'on est en capacité à la fois de gérer les aspects réglementaires d'une prise de contrôle et aussi de gérer les aspects plus informels, plus subtils d'une attaque activiste sur une entreprise française. 48% capitalistique. 39% de la menace, c'est de la prédation sur de la propriété intellectuelle ou sur des données sensibles. Encore une fois, qu'il y a un champ on se dit, mais Bercy ne doit pas intervenir sur ces champs-là. En fait, on le fait. Cette menace peut prendre différentes formes. Une forme intéressante, c'est tout ce qui concerne la captation de données sensibles par le biais d'enquêtes juridiques, judiciaires, étrangères sur des entreprises françaises ou européennes. On a eu à traiter une entreprise française, une start-up là en l'occurrence, qui cherchait à lever des fonds et qui n'a pas pu lever de fonds malgré des fondamentaux extrêmement solides et puis des taux de croissance importants de son chiffre d'affaires. Elle n'a pas pu lever de fonds parce que du jour au lendemain, elle a été confrontée à un procès aux États-Unis. Procès intenté par l'un de ses gros concurrents, avec une asymétrie majeure de rapport de force. Le concurrent avait un chiffre d'affaires nettement plus important. Et cette entreprise, à l'occasion du procès, donc du coup, elle a dû engager des frais d'avocat très importants. Pour une start-up, ça représente une part importante du chiffre d'affaires. Hein, c'est macro. Pendant toute la durée du procès, évidemment, compte tenu de l'incertitude, aucun investisseur n'avait envie de rentrer dans cette entreprise parce que vous ne savez pas quand est-ce que le procès va s'arrêter. C'est sur une juridiction étrangère, donc c'est difficile à prévoir. L'amende peut être potentiellement très importante et létale, en fait, et pousser l'entreprise au tapis.
et provoquer sa faillite. Donc pendant toute cette durée-là, l'effet d'incertitude qui est créé par cette procédure juridique vous empêche de vous développer dans de bonnes conditions. Sans parler du temps passé par le management à devoir répondre à des questionnaires sans fin et à des auditions qui peuvent durer plusieurs heures par des autorités étrangères. Voilà. Et à l'occasion de cette enquête, l'entreprise a dû transmettre tout un tas d'informations, pour certaines extrêmement sensibles. Donc vous voyez que ça peut être double peine, triple peine. C'est-à-dire que non seulement vous avez un problème financier, mais en plus vous avez un problème juridique, vous avez un problème judiciaire et vous avez un problème sur la protection de vos données. Donc nous, ce qu'on a comme moyen pour protéger les données sensibles des entreprises, c'est un premier moyen qui est la politique industrielle, c'est de faire en sorte que les opérateurs stratégiques en France aient des solutions sécurisées de protection et d'hébergement de leurs données. Donc on a développé toute une politique sur le cloud souverain, c'est-à-dire la labellisation de solutions de cloud qui obéissent à un niveau élevé de garantie en matière de souveraineté, en particulier par des opérateurs français. Et puis on a un autre élément, un instrument réglementaire qui est assez méconnu mais qui est en train de vraiment monter en puissance, qui est une vieille loi, la loi de blocage, une loi qui date de 1968. Et je vois que certains d'entre vous la connaissent, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc je vais juste faire un petit détour par cette loi. Loi de 1968 qui interdit à des ressortissants français et à des entreprises françaises de transmettre des informations de souveraineté à des autorités publiques étrangères. Interdiction extrêmement large et extrêmement forte puisqu'elle est assortie de sanctions pénales. Ça, c'est l'article 1er de la loi. L'article 1er bis de la loi interdit à des autorités étrangères, même pas que des autorités d'ailleurs, des acteurs étrangers, de rechercher des informations qui sont susceptibles de servir de preuve dans des enquêtes administratives ou judiciaires. Cette loi, pendant très longtemps, n'a pas été appliquée. Ce n'est pas la seule loi en France qui n'a pas été appliquée pendant un certain temps. Donc, ce qu'on a fait en 2022 au CICE, c'est qu'on s'est dit il faut maintenant qu'elle soit appliquée, cette loi. C'est une loi qui est protectrice. Donc pour que cette protection soit effective, il faut qu'on simplifie un peu les dispositifs pour les entreprises et qu'on dise aux entreprises, pas besoin d'aller voir tel ou tel ministère, vous allez voir le CICE. Le CICE joue le rôle de guichet unique. Et donc dès que vous êtes confronté à une demande de communication d'informations de la part d'autorités étrangères, potentiellement sur des données sensibles, vous devez venir voir le CICE et on va vous accompagner dans cette démarche. Et l'accompagnement, ça veut dire deux choses. L'accompagnement, ça veut dire en gros de remettre dans les bons canaux d'entraide certaines demandes. Donc en clair, une autorité étrangère ne peut pas demander d'informations de manière sauvage à une entreprise française par mail, indépendamment de tout cadre. Les autorités françaises ont des canaux de coopération souverains en matière judiciaire et administrative avec tout un tas d'États du monde, y compris avec nos alliés stratégiques. Ce n'est pas pour que ces canaux ne soient pas respectés. Donc on ne demande pas des informations par mail à des boîtes comme ça. Donc on passe par les canaux classiques de l'entraide. Premier élément. Et le deuxième, le CICE aide les entreprises françaises à faire le tri dans les données qui leur sont demandées entre les données de souveraineté et les données qui ne relèvent pas de la souveraineté. Et à la fin, on se mouille. L'administration se mouille en faisant un avis signé disant à l'entreprise « ça, vous m'avez saisi sur tel lot de documentation. Dans cette documentation, il y a tel et tel et tel document référencé X, Y ou Z que vous n'avez pas le droit de communiquer, sous peine de poursuite en fait, pénale. Par contre, vous pouvez communiquer tout le reste des informations. » Donc on fait ce travail quotidien, un petit peu un travail de fourmi, qui aide beaucoup les entreprises parce que ça leur donne de la sécurité juridique et surtout ça remet en fait de l'équilibre dans le rapport de force. Quand vous avez un rapport de force où il y a un État étranger et une entreprise française, forcément ce rapport de force est déséquilibré. Quand dans ce rapport de force vous interposez un État qui est en l'occurrence l'administration française, ça change un peu la nature du problème. Et à notre grande surprise, on est passé de quelques dossiers par an à peu près une centaine de dossiers sur 2 ans, une cinquantaine de dossiers par an maintenant. Donc le dispositif est plus connu. Et l'autre surprise stratégique, c'est que très loin de l'image d'Épinal, de la guerre du droit, où vous avez des pays comme la Chine et les États-Unis qui déroulent leur arsenal juridique pour dézinguer des entreprises européennes, etc. En fait, la réalité que nous on observe sur cette loi de blocage, c'est pas du tout celle-là. C'est une réalité où en fait, quand l'État français invoque sa propre souveraineté et fait appliquer sa loi, c'est respecté par les autorités étrangères. Dans 95% des cas, c'est respecté.
Ce qui veut dire en gros que quand on dit à une autorité étrangère, vous ne pouvez pas demander ça à une entreprise française, vous devez passer par tel canal, vous ne pouvez pas obtenir telle information parce que c'est de la souveraineté, dans 95% des cas, les autorités disent très bien, ok. Donc ça veut dire quelque part que, et ça vaut pour la France, pour l'Europe, pour n'importe quel pays du monde, n'ayons pas honte de notre souveraineté. Et ne nous disons pas, oulala, si je lève la main pour essayer de protéger mes intérêts, je vais me faire exploser par de plus grands États que moi. La réalité, c'est pas celle-là. Donc c'est plutôt, on va dire, gratifiant. Donc voilà, ça c'est 2 exemples d'outils qu'on a pour riposter. Le troisième, c'est un outil financier qui permet à l'État d'investir dans des entreprises stratégiques. Cet outil financier s'appelle le fonds French Tech Souveraineté. C'est un fonds qui était doté au démarrage de 650 millions d'euros et qui permet à l'État de participer à des tours de table financiers en prenant des participations en fonds propres dans des entreprises de la tech qui sont sur des technologies souveraines et des technologies risquées. Et en faisant ça, ça nous permet de garder en France quelques années supplémentaires des entreprises qui sinon ne trouveraient pas d'investisseurs français privés tout seuls en France et trouveraient à se financer uniquement à l'étranger. Donc nous, on intervient pour stabiliser un peu le capital de ces entreprises et qu'au lieu de partir au bout d'un an, qu'elles partent peut-être au bout de 5 ans, 6 ans, ou qu'elles ne partent pas du tout et qu'elles continuent à financer leur développement avec du capital français. Notre objectif, c'est évidemment pas de se substituer à des investisseurs français privés ou à des investisseurs européens, mais dans bien des cas, les investisseurs privés n'y vont pas si l'État n'est pas là au capital pour les dérisquer. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça souligne un changement de paradigme aussi dans notre approche de la sécurité économique. On joue sur plusieurs registres en même temps. On joue sur le registre réglementaire à travers l'IEF, la loi de blocage, un registre fort, mordant, avec des conséquences réglementaires. On joue sur le registre financier, on joue sur le registre informel, et on joue sur un spectre de menaces très large. Et ça, c'était vraiment indispensable, parce que la menace économique étrangère, elle est hyper plastique, elle mélange du légal et de l'illégal, du clandestin, du non clandestin. Et donc, si vous n'avez pas une palette de réponses qui est hyper plastique, en fait, ou adaptative, forcément, vous laissez des angles morts et vous n'êtes pas au niveau d'intensité et au niveau de variabilité de la menace que vous devez traiter. J'ai complètement perdu le fil du temps qui m'est imparti et ce serait pas mal qu'on ait des échanges. Je terminerai juste du coup sur l'Europe, puisqu'on est quand même dans un cadre européen ici avec le Paris Defense and Strategy Forum, le forum de Paris pour la défense et la stratégie. Je ne sais pas si c'est la traduction estampillée. Donc l'Europe devient un acteur stratégique à part entière de la souveraineté économique. C'est un processus qui est à la fois lent qui était différé et extrêmement rapide. Différé parce que l'Europe a commencé vraiment à se structurer en la matière. Depuis, je devrais peut-être pas faire remonter ça, peut-être 2019 avec un vrai tournant, une communication de la Commission européenne sur les relations Chine-Europe, avec une communication beaucoup plus affirmative vis-à-vis de la puissance chinoise, et avec tout un tas d'évolutions depuis le Covid et depuis la guerre en Ukraine qui font que l'Europe s'est complètement investie à Bruxelles de la souveraineté économique et ne considère plus la souveraineté économique comme une espèce de dérogation un peu honteuse aux traités européens qui serait du domaine des États membres. L'Europe en fait un sujet à part entière et un sujet d'intégration européenne. Donc ça, c'est un message d'espoir pour la suite. C'est un processus qui va être lent parce que quelque part, il faut arriver à se mettre d'accord à 27 plus commission sur des sujets qui sont des sujets relativement émergents et où nous sommes, y compris au niveau européen, dans certains cas, compétiteurs. Sur des sujets d'intelligence artificielle, sur des sujets de blockchain, de quantique, etc., il y a forcément de la compétition européenne. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique sur la souveraineté économique nous amène, entre États européens, à ne pas seulement nous voir comme des compétiteurs, mais aussi à nous voir comme dépositaires, chacun d'une parcelle de souveraineté commune. Et donc cette évolution historique, elle est en marche. Certains vont vous dire parfois à raison que l'Europe est un petit peu lente à se mettre en marche et à déployer tout son agenda. Mais moi, je dirais que le tournant est vraiment définitivement pris et qu'on a tout un tas d'initiatives maintenant à la fois sur la défense des intérêts économiques européens et sur la promotion des filières industrielles qui montrent que cet agenda est de manière irréversible sur les rails. Alors je pense qu'on est maintenant dans une phase où c'est moins une phase d'intégration européenne
qu'une phase d'implantation dans chacun des 27 États membres de l'Union européenne d'une politique de souveraineté nationale en matière économique. Donc le modèle français, quelque part, est en train de faire un petit peu tache d'huile. Il y a plein de pays européens qui nous sollicitent pour savoir comment on est organisé pour traiter la menace de manière transverse. Ça les intéresse. Et donc ce qui se passe là, c'est que chaque État européen est en train de développer sa politique de souveraineté économique nationale et que dans quelques années, je ne sais pas vous dire, 5, 10, 15 ans, peut-être qu'on assistera vraiment à une convergence et à l'arrivée de cette notion d'intérêt économique européen qui nous permettra, pour le coup, de protéger efficacement le bloc européen face aux menaces étrangères d'autres grandes puissances. Je ne sais pas si c'est une chute acceptable, mais ça ressemble à une chute.